Alors, qu'est-ce que Valitox? Valitox, c'est un programme donc, de recherche pour la validation scientifique d'un test de toxicité in vitro, avec donc pour objectif, ce que j'ai oublié tout à l'heure, de produire des éléments de preuve qui sont nécessaires à la validation officielle du test in vitro auprès des instances européennes. Avec comme méthode, donc d'évaluer le niveau de prédiction du test en comparant les données humaines disponibles avec donc des données in vitro. Voilà. Alors je fais une courte introduction sur les cellules humaines en culture. Donc en introduisant la personne de Henrietta Lacks, qui quelque part est donc à l'origine de la première des nombreuses lignées cellulaires qui ont par la suite été utilisées pour développer des tests in vitro. Donc Henrietta Lacks était une patiente américaine d'un hôpital de Baltimore, et elle était atteinte donc d'un cancer du col de l'utérus. Qui a été assez fulgurant, et à côté donc de ce service, donc c'est un hôpital universitaire très connu. Là on est en 1951, et il y avait le service donc de George Gates qui travaillait depuis des années à essayer de mettre en culture, à maintenir en culture donc des lignées cancéreuses, donc issues de patients, de biopsies de patients. Et avec systématiquement le même échec, en fait, les cellules se conservaient pendant 2-3 jours et finissaient donc par mourir. Voilà. Alors là, donc, ça a été la grande surprise, parce qu'avec les cellules donc, issues de cette biopsie, elles ont commencé à proliférer les premiers jours et puis se maintenir pendant plusieurs jours et doubler leur quantité toutes les 24 heures. Voilà. Et donc, progressivement, il a pu mettre comme ça à la disposition des différents laboratoires qui travaillaient à l'époque sur ces problématiques, donc des cellules humaines, des lignées donc, qui progressaient. Très rapidement sont arrivées donc, des méthodes de congélation par le froid, donc en congelant donc, les cellules à moins 80 ou dans l'azote liquide. Et on a pu comme ça donc, très rapidement alimenter les principaux labos du monde avec ces fameuses cellules donc, qui ont été appelées par la suite HeLa, H-E-L-A, donc des initiales de cette patiente. Ah, alors là, c'est pas ce qu'on fait. Voilà. Donc, en dehors de ces modèles donc, qui existent depuis les années 50, il y a eu bien sûr de nombreux autres modèles qui ont été développés par la suite. Ça, c'est le premier. Alors, pour la petite histoire, évidemment, Henrietta Lacks n'avait entendu parler de rien. Elle est morte quelques jours après la biopsie. L'équipe n'avait pas demandé son consentement. Ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Donc, ça entraînait ensuite toute une histoire, évidemment, sur les problèmes éthiques que cela posait. Et jusqu'à cette année, où a encore été publié, c'est une affaire qui est très célèbre aux États-Unis, cette année a encore été publié un livre, d'ailleurs, qui est traduit en français, de Rebecca Schlott, sur cette affaire donc des cellules HeLa et de la personne d'Henrietta Lacks. Voilà, qui est un livre tout à fait passionnant. Voilà. Donc je passe un peu plus rapidement. Comme autre modèle donc, de cellules humaines en culture, on possède donc les cellules primaires, qui sont des cellules qu'on va récupérer par exemple de la peau, ou qui donc par définition ne vont pas se maintenir en culture, mais sur lesquelles on peut travailler pendant un temps court. On a d'autres modèles qui ont été développés en particulier par les Japonais pour tester donc, par exemple de la toxicité chronique ou des problèmes liés à la cancérogénicité de substances, qui s'appellent les modèles CTA. Et puis se développent maintenant donc, des modèles multicouches, alors, sur des supports 3D, également des modèles qu'on appelle de sphéroïdes, c'est-à-dire ce sont des microtumeurs. Donc vous faites pousser une cellule, au lieu de la faire pousser sur un support dans un liquide comme ça, vous la faites pousser à l'envers, et donc elle va former un clone qui petit à petit va s'agrandir, donc par multiplication cellulaire, et former une microtumeur. Voilà. Et on peut ensuite utiliser ces microtumeurs pour tester par exemple des anticancéreux, voilà, des substances de ce type. Voilà. Bien sûr, il existe aussi des modèles de peau reconstitués, dont le plus célèbre a été développé par L'Oréal, et maintenant d'ailleurs disponible auprès des instances européennes pour réaliser des tests. Voilà. Donc c'était un rapide historique sur les méthodes in vitro. Alors, ces modèles cellulaires répondent-ils aux questions de la toxicologie moderne? Alors, les cellules sont bien sûr les plus petites unités fonctionnelles du vivant, donc à ce titre, ce sont les unités intégratrices.
c'est-à-dire que la cellule va réceptionner les signaux qui arrivent du milieu extracellulaire, d'autres cellules, de l'extérieur, des hormones, des phéromones, etc., intégrer ces messages et entraîner une réponse. Donc c'est quand même un élément déjà qui va être très intégrateur et qui va permettre d'être, en termes de tests, très informatif. Voilà. On est très loin de la chimie où on veut mesurer, doser par exemple la concentration en EPO et on va juste mesurer la concentration en EPO. Là, on est dans de la biologie qui est beaucoup plus informative puisque on va répondre à des questions sur la fonctionnalité de la substance dans la cellule. Et évidemment, on va voir que c'est essentiel en termes de quand on analyse de la toxicité, hein, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, sont-elles représentatives de l'organisme humain? Bien entendu, non. On n'est pas la somme de nos cellules et on ne peut pas se réduire ou réduire le fonctionnement d'un organisme au fonctionnement d'une cellule. Aucun chercheur censé n'a ce type de raisonnement, bien évidemment, et donc on ne peut faire, on va dire, parler les cellules que sur certains types d'informations qu'elles peuvent nous apporter, hein, bien entendu. Voilà. Mais de l'autre côté, on n'est pas non plus des rats de 80 kg. C'est-à-dire que d'appliquer des tests animaux sur des problématiques, par exemple, de toxicité, connaissant les variations d'effets interespèces, ça pose aussi d'énormes problèmes d'interprétation. Et donc après, voilà, se pose un petit peu la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans tel contexte, d'utiliser par exemple des modèles cellulaires ou d'utiliser des modèles animaux. Alors clairement, nous, c'était la fonction et le but de cette étude, c'était de démontrer que les tests cellulaires, pour ces problématiques de toxicité aiguë, hein, sur lesquelles on a travaillé, en relation avec donc, les grands programmes européens, REACH, cosmétiques, biocides, visant donc à trouver des méthodes alternatives aux tests animaux, de démontrer que ces méthodes sont plus fiables, moins chères et répondent bien sûr aux problèmes éthiques posés par les tests animaux. Ah ben, ça m'arrange. Ça va comme ça? C'est mieux comme ça? Oui, mais j'ai pas d'écran. Non, voilà, est-ce que c'est mieux là? Ouais, ça va. Très bien. Bon, donc nous ne sommes pas des rats de 80 kg et nous allons donc démontrer au travers de cette étude que les cellules répondent avec pertinence donc aux tests de toxicité aiguë et on espère aussi chronique, c'est en cours de validation. Ces cellules sont donc plus prédictives des effets toxiques chez l'humain que les modèles animaux, c'est donc là-dessus que va s'orienter la démonstration et bien sûr elles sont éthiques. Hein. C'est-à-dire ce sont des cellules qui, vous avez vu à l'origine, ont pour origine donc, des biopsies de patients, ce sont des cellules somatiques, hein, ce ne sont pas des cellules germinales, ce ne sont pas des cellules d'origine embryonnaire ou même des cellules souches, donc c'est des cellules qui ne posent a priori pas de problème éthique à partir du moment, bien entendu, où il y a le consentement des patients derrière. Alors sur les aspects réglementaires, plusieurs directives européennes qui concernent à l'heure actuelle donc, la toxicité aiguë, chronique, la reprotoxicité aussi, la toxicité sur l'environnement, donc ce sont REACH, les directives REACH, cosmétiques, biocides, pour lesquelles, à l'heure actuelle, quand on lit ces directives, on a 90% des tests de toxicité qui sont réalisés sur des animaux. REACH, c'est quoi? C'est en quelque sorte une autorisation de mise sur le marché de toutes les substances chimiques qui sont produites au-delà d'une tonne d'ici à 2017. Donc ça va faire 140 000 substances à tester, rien que sur la directive REACH, selon on va dire un arrivage d'environ 30 à 40 000 molécules par an, selon le tonnage. Pour l'instant, pendant 2 ans, c'est les molécules qui sont produites à plus de 1000 tonnes, puis en 2013 et 2014, c'est les molécules à plus de 100 tonnes, puis 10, puis 1. Donc jusqu'en 2017, il y a 140 000 substances sur lesquelles il va falloir démontrer l'absence de toxicité. Voilà. Sachant que cette preuve est à la charge de l'industriel. C'est là qu'est la force de la directive REACH. Voilà. Alors, en corollaire, bien entendu, cette démarche de test va nécessiter, alors il y a eu différentes études qui ont démontré, alors la fourchette est très large, mais elle est quand même extrêmement conséquente, parce que dans tous les cas, il y a entre 2 et 50 millions d'animaux qui vont être sacrifiés pour réaliser ces tests, en particulier sur la toxicité chronique et la reprotoxicité.
Voilà, avec un coût qui est estimé entre 1,6 et 9,5 milliards d'euros. Voilà. Donc on le voit, besoin urgent de nouvelles approches afin de résoudre donc, ces problèmes d'éthique, ces problèmes de coûts, parce que s'il y a une surcharge de coûts trop importante pour les entreprises, eh bien, tout simplement, on n'y arrivera pas, REACH ne sera pas mis en place, et puis de fiabilité, parce que, voilà, encore une fois, on ne peut pas se contenter des tests in vitro. Voilà. Alors, juste très rapidement, quand on parle donc de tests cellulaires, on parle de biomarqueurs, c'est-à-dire de l'information biologique pertinente qu'on va aller chercher dans la cellule et qui va nous apporter donc la certitude hein, que la molécule est toxique ou pas toxique. Voilà. Alors ça, ce sont deux biomarqueurs anciens qui ont déjà 20 ou 30 ans. Le micronoyau à gauche, hein, qui permet de mesurer des effets de rupture d'ADN ou de mauvaise distribution des chromosomes. Donc c'est un test qui s'appelle le test des micronoyaux et qui est validé depuis très longtemps pour dans le domaine très spécifique de la génotoxicité. Voilà, par exemple, c'est un premier exemple. Alors, il y en a très peu, c'est pour ça que je me permets de les décrire. Il y a le test COMET hein, qui permet de mesurer les altérations d'ADN présentes dans les cellules. Donc là, on prend de l'ADN, on isole l'ADN des cellules et on le fait migrer dans un gène. Et en fonction de la queue de la comète hein, que vous pouvez voir, on peut déterminer si l'ADN était normal ou anormal dans la cellule. Voilà. Alors ce que nous avons donc travaillé sur un autre biomarqueur qui est la mesure du niveau d'altération d'ADN par une méthode de fluorescence, bien entendu orientée sur le haut débit. Parce que quand on parle de REACH et de 140 000 molécules, vous imaginez, il y a 140 000 molécules, chacune des molécules doit être testée à au moins 12 concentrations, dans différents contextes, sur différentes lignées. À chaque fois, on vient en triplicate, c'est-à-dire qu'il faut réaliser 3 fois l'expérience, etc. Donc ça fait des millions et des millions d'expériences. Et donc il faut des méthodes à haut débit qui sont totalement incompatibles avec les deux biomarqueurs, par exemple, que je vous montrais sur la diapositive précédente. Voilà. Donc là, vous avez un exemple de mesure de la toxicité du benzoapyrène, qui est un cancérigène très connu, hein, qui est un cancérigène qui vient donc des produits pétroliers, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, et qui est impliqué qu'on retrouve dans la cigarette, qu'on retrouve dans les produits de combustion comme le gasoil ou le feu de forêt par exemple, et qui donc possède une certaine toxicité qu'on peut aisément mesurer. C'est-à-dire que là vous avez, quand vous partez de la gauche vers la droite, des concentrations de plus en plus fortes en molécules, donc on voit qu'aux concentrations faibles, on n'a pas de signal, c'est-à-dire que la substance n'est pas toxique. En revanche, à partir d'une certaine concentration, elle devient toxique, et après une certaine concentration, elle est 100% toxique. Voilà. Donc ça permet de déterminer une mesure qui est reconnue par la communauté internationale, qui est ce qu'on appelle, on va appeler ici, pour simplifier, la DL50 cellulaire, la dose létale 50 cellulaire, c'est-à-dire la dose pour laquelle on a 50% des cellules qui sont mortes à 24 heures, par exemple, hein, si on se cadre sur de la toxicité aiguë. Voilà, alors, bon, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails du mécanisme. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand on met certains marqueurs fluorescents dans de l'ADN, ces marqueurs vont s'installer donc au niveau de l'ADN. Et alors, une molécule fluorescente, c'est quoi? C'est une molécule, quand on l'excite à une longueur d'onde, elle va réémettre un photon à une autre longueur d'onde. Ce qui se passe pour certains types de substances que nous avons identifiées, enfin de marqueurs hein, fluorescents, c'est qu'ils s'installent dans l'ADN, mais à une certaine distance, distance pour laquelle il y a un transfert d'énergie entre deux molécules. C'est-à-dire que quand on excite la molécule, au lieu de réémettre son photon, elle va transférer son énergie à sa voisine. Et donc, elle ne va pas émettre de photon, et donc on va être dans un état d'inhibition de fluorescence, d'inhibition d'intensité de fluorescence. Voilà. Et il s'avère que ce phénomène, qui est parfaitement bien visible sur des cellules normales, disparaît totalement quand il y a toxicité. Donc c'est en travaillant sur ces calculs et ces mesures d'intensité de fluorescence qu'on arrive à discriminer des états normaux, d'états altérés au niveau de l'ADN.